One, two, a 1, 2, 3, 4. Merci French Coq de m'accueillir. Je vous ai proposé comme soirée, alors je suis parti du principe que globalement vous étiez des praticiens plus ou moins expérimentés de Kanban. Vous aviez au moins une connaissance des bases, des fondamentaux. Et donc ce que j'ai souhaité vous amener sur cette session, on va parler un petit peu des nouveautés du Kanban et notamment au travers des nouveautés de la deuxième édition de mon livre, qui, les choses sont bien faites, sort aujourd'hui. C'est comme ça. C'est incroyable, hein? Oui, c'est tout à fait opportuniste. Donc, je vais vous donner quelques informations sur justement les nouveautés qu'il y a dans le livre, mais ça donne une image de comment le Kanban évolue. Et vers où on va. Donc déjà, est-ce que c'est le cas? Est-ce que tout le monde a une connaissance un petit peu minimaliste du Kanban, des pratiques, de ce que c'est? Je ne reviens pas sur les fondamentaux. Oui, non, il y en a qui n'osent pas. C'est bon? Ça devrait être bon là. Ok. Donc je suis Laurent Morisseau, je suis coach agile et coach Kanban depuis 2008. Je suis rennais. Et puis j'accompagne les entreprises vers plus d'agilité. Au niveau du Kanban, je suis coach et formateur accrédité par la Lean Kanban University. Et puis président de l'association Lean Kanban France qui organise la conférence Lean Kanban que Dimitri va venir un jour, peut-être ce soir, va venir faire des annonces, je l'espère. Donc moi aussi, je remercie le FCUG, je remercie Salenza pour l'accueil, et je remercie également Duno, qui nous a gentiment donné quelques exemplaires qu'on va tirer au sort pour ce soir. C'est bon? C'est parti? Ouais? Allez, c'est parti. Donc, avant de vous parler des nouveautés, je me suis posé la question un petit peu où on en est aujourd'hui. Alors, c'est purement du ressenti, puis vous allez voir, c'est très simpliste comme approche. Moi, ce que je pense, alors je parle de où on en est aujourd'hui en France. Parce qu'en dehors, on est, la communauté Kanban est un peu plus avancée. On a toujours, on va dire, deux ans de retard sur la communauté Kanban, ce qui est quand même, ce qui a l'air important, mais beaucoup moins que le retard qu'on a eu à un moment donné avec l'agilité, par exemple. Donc en France, pour moi, on a appris largement à travailler en flux, ce qui était déjà une nouveauté avec le Kanban. Et surtout avec un flux avec du travail de nature différente. Typiquement, travailler au quotidien avec des bugs, avec des tickets d'incidents, avec des évolutions fonctionnelles, avec des évolutions techniques, ce qui n'était pas forcément évident à faire, même avec Scrum dans certains contextes. Donc ça, on sait faire. Je parle bien de flux, je ne parle pas de flux tiré encore. On travaille avec du flux, je pense qu'on y arrive, et surtout dans différents contextes, que ce soit dans des DSI, dans des éditeurs, chez des éditeurs de logiciels, voire même, je vous en dirai peut-être deux mots, mais dans des bureaux d'études, donc on commence à sortir même de l'IT. Donc ça, c'est intéressant au quotidien et ensemble, et ce qu'on a retenu, enfin ce qu'on a appris du Kanban, c'est que, c'est simple, c'est du management visuel, c'est des choses des contraintes que l'on peut partager avec tout le monde, des limites sur le nombre de tickets, c'est quand même une notion qui est simple à partager et même à mettre en œuvre au quotidien. Et qu'en plus de ça, essayer le Kanban finalement dans nos contextes, c'était sans risque. Enfin, c'est toujours sans risque. Ça ne met pas en péril les projets, ça ne met pas en péril les organisations. On peut essayer puis arrêter. Donc c'est plutôt une chose intéressante. Donc vous allez voir que ce genre de choses contribue à la diffusion du Kanban. Et puis ça donne typiquement ce genre de notions qui sont apparues un petit peu nouvellement, les proto-Kanban, qui connaissaient.
Oui, bah oui, je vous avais parlé. En gros, c'est un Kanban. Un Kanban parce qu'on a déjà un processus, on a déjà une notion d'enchaînement d'activités, en plus avec des files d'attente, en plus avec des limites. Ceci dit, là, dans les limites, on a mis, par exemple, que sur les activités, les files d'attente, les colonnes finies entre deux activités. On a symbolisé ça par une limite infinie, c'est-à-dire qu'en gros, on ne met pas de limite. Ça, c'est un proto-Kanban. C'est déjà pas mal, on a des bénéfices à partager, avoir la grande image de notre activité. Ça nous permet de réguler du flux, c'est-à-dire de faire les choix au quotidien sur quelles sont les bonnes priorités à faire aujourd'hui. Ceci dit, on n'est pas à la cible du Kanban. Et la cible de Kanban, il y a une suite. C'est-à-dire que si on s'arrête là, aujourd'hui, le Kanban, c'est de la gestion de tâches, quoi. D'accord, un tableau, des post-it au mur, des limites qui nous permettent de nous réguler un petit peu, mais c'est plus de la gestion de tâches, de flux. On peut aller un cran plus loin, et le cran plus loin, c'est passer à du flux et aller vers du flux tiré. On va dire, c'est la base du Kanban. Ouais. Combien aujourd'hui de ceux qui mettent en place du Kanban travaillent en vrai flux tiré? Voilà. C'est représentatif. Il y en a peu. Combien travaillent en flux déjà? Ça reflète bien la maturité du Kanban en France. C'est-à-dire globalement, on sait travailler en flux, mais le flux tiré, c'est quand même plus compliqué. Et on va aller chercher d'autres bénéfices. Mais au-delà de ça, c'est rappeler que le flux tiré, c'est une cible d'amélioration continue et que la méthode Kanban, c'est une démarche d'amélioration continue. À la fois sur le processus, à la fois sur la performance, et à la fois sur le management. Comment on gère ça derrière. Donc le Kanban est beaucoup plus riche que là où on en est aujourd'hui en France. C'est une première chose. C'est plutôt intéressant pour sa diffusion, c'est-à-dire qu'au-delà du buzz, Kanban, parce qu'il y a quand même un petit peu buzz sur le Kanban. Au-delà du buzz, c'est mettre des post-it au mur et quelques limites. Justement, le Kanban est beaucoup plus riche que ça et on espère qu'il va se diffuser de manière plus pérenne. Aujourd'hui, moi, je constate que la diffusion est lente, c'est une réalité, mais qu'elle commence justement à aller un cran plus loin que le constat que j'avais fait l'année dernière, enfin à l'automne, on était quand même un petit peu dans une diffusion type visionnaire, c'est-à-dire les pionniers, vous me suivez jusque-là? Dire sur les experts qui mettaient en place du Kanban. Et moi je pense qu'en ce moment on est en train de basculer d'une diffusion donc des pionniers vers les early adopters, et vous en faites partie. Et ce que je dis, c'est à l'image du FCUG. J'ai bon là? Ma langue n'a pas fourché. Il y a déjà 200 personnes au FCUG, ce qui est important pour le Kanban qui est quand même émergent. Donc voilà, on va passer du pionnier aux early adopters, sauf que les early adopters dont vous faites partie, ils n'ont pas la même posture, pas la même connaissance, pas la même expertise, ils n'attendent pas forcément la même chose du Kanban, ils sont plutôt des utilisateurs. Et faut savoir, quand j'ai pris un petit peu de recul sur la première édition de mon livre, je l'avais clairement écrit au départ pour des experts. C'est-à-dire des gens qui étaient acquis au Kanban, qui savaient pourquoi ils voulaient y aller, et puis je leur donnais des techniques pour bien mettre en œuvre et potentiellement aller plus loin. Sauf que maintenant qu'on est dans une diffusion un peu plus large, il faut donner un peu plus d'informations aux lecteurs et surtout aux utilisateurs du Kanban. Donc ça va expliquer entre autres le point de vue de la deuxième édition et des nouveautés que j'y ai mis. Et puis les domaines d'application également ont dépassé les activités de réalisation. Qui fait du Kanban en dehors de l'équipe de réalisation? Voilà, un peu plus que il y a... Donc c'est dans quoi? Donc les équipes support. Même ressources humaines. Ressources humaines également, intéressant. Personnel et gestion de mon backlog direct en termes d'organisation PO. Ok, PO. Oui, un frame UX. J'ai pas compris. En amont, oui, un frame UX. D'accord. UX, ok, intéressant. Yannick? La chaîne. Moi, je ne me déplace pas pour rien, je fais toute la chaîne, moi. Ok. C'est compliqué, hein. C'est X Kanban, donc ça,
Ça, c'est pas mal. Parce qu'il y a quand même quelques temps, hein, le Kanban était principalement mis en place d'abord dans les équipes de réalisation. Okay. Donc là, on est en train d'agrandir un petit peu le scope. Alors du coup, dans les nouveautés, ce que je propose, donc cette deuxième édition, alors déjà, c'est plus la préface de David Anderson, mais la préface de Claude, qui est là. Donc je le remercie pour cette préface. C'est pas pour rien. Alors il est ici incognito, hein, donc c'est pas pour rien, c'est qu'on crée un lien donc, avec la communauté agile et l'agilité. Donc le Kanban va se diffuser, et il se diffuse entre autres dans l'agilité, qui est un espace où le Kanban trouve vraiment sa place, mais le Kanban se diffuse pas seulement, pas que dans cet espace-là. Donc préface de Claude. Comme les nouveaux utilisateurs du Kanban, enfin le deuxième cercle d'utilisateurs ne sont pas des experts, donc il faudra expliquer pourquoi. Les enjeux du Kanban, c'est des choses qu'on n'adressait pas forcément bien avant, donc le pourquoi. Après, il se trouve que la méthode Kanban est une méthode qui est encore vivante. Les fondations ne sont pas statiques, à l'image des principes et des pratiques. Il y a 2 ans, on parlait des 3 principes et des 5 pratiques. On a un petit peu enrichi ces fondations du Kanban. Je vais vous proposer très rapidement quelques nouveaux outils. Et surtout, la grosse mise à jour du livre, mais surtout derrière, pour nous en tant que coach, la manière dont on va aider à la diffusion et l'implémentation des Kanban, c'est sur cette dernière partie. Kanban Amont, Kanban Ops, portefeuille Kanban. Voilà un petit peu les nouveautés. Donc maintenant, je vais dérouler. Les enjeux du Kanban, je ne vais pas trop en parler maintenant, parce que ça c'est pas forcément nouveau pour nous. Et surtout, c'était le sujet de pas mal de conférences que j'ai fait l'année dernière. Il y a des vidéos qui existent. Donc il y a du support, vous pouvez le voir en dehors de cette session, donc sur la chaîne YouTube, donc sur le pourquoi. Je vais plutôt m'attarder là sur les fondations. Ça, tout le monde connaît les 3 principes du Kanban. Ouais, commencer là où on en est. Dimitri, tu ne connais pas, toi? Commencer là, respecter initialement le process actuel, les rôles. En gros, c'est un changement en douceur. On ne vient pas avec un process sur étagère. On part bien de ce qui existe. Et par contre, si on s'arrête là, rien ne se passe. Donc on s'engage à s'améliorer de manière incrémentale. C'est là où justement, ce que je disais tout à l'heure dans la maturité du Kanban en France, cette partie-là est un petit peu oubliée. C'est-à-dire qu'on visualise l'existant, puis après, c'est tout. Donc là, ça c'est important, mais ça, c'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, on a rajouté un 4e principe avec du leadership à tous les niveaux. Obscur, hein? C'est beau, hein? Moi, je ne me pose pas la question de trop du rebranding, de l'aspect commercial des choses ou marketing. Ce n'est pas mon intérêt. Mon intérêt, il est surtout opérationnel. Et en fait, ce 4e principe-là, il a il est très important pour sa diffusion, la manière dont le Kanban se diffuse au sein d'une organisation. Je reparlerai un petit peu, mais sur les réseaux de Kanban, on va faire émerger des Kanban localement dans des équipes. Ces Kanban vont se connecter entre eux. Il faut qu'il y ait du leadership localement et il faut qu'il y ait des leaderships, c'est-à-dire que la prise de responsabilité et autres au niveau managérial pour justement connecter ces systèmes, les équilibrer. Donc il faut aller un cran plus loin. Donc, mais c'est comme ça, commencer là où on en est. Là, on peut se dire, on peut faire du Kanban sans avoir ces notions-là en tête. Et le leadership, pour moi, il est très intéressant. Il est intervenu plus tard parce qu'il fait référence à la manière dont, justement, une organisation, une équipe adopte le Kanban et le diffuse.
Alors ça tire plein d'autres choses, hein. Moi je le prends par un point de vue, mais le leadership tire plein d'autres choses, hein. Donc non, tout ça pour dire que ce n'est pas que du rebranding, et même si c'était que du rebranding, moi j'y vois un intérêt opérationnel sur la manière dont je vois le Kanban, et donc je vais le mettre en place dans des organisations. Ça te va? Ça te va? Ok. Je faisais là c'est juste un pointeur sur cet aspect leadership, justement, d'une manière ou d'une autre. J'en avais un petit peu parlé dans l'histoire que j'ai racontée sur Rupture 12 saison 1. Qui l'a lu? Celui-là? Qui connaît? D'accord. Bien. Donc où j'ai suivi une équipe où on a mis en place du Kanban. Sur plus d'1 an et demi, on est monté à 30-35 personnes, donc on a pu voir les effets de la mise en place d'outils simples et pragmatiques comme du Kanban, sur la manière dont l'équipe s'est accaparée cet outil, a fait évoluer la manière dont elle travaillait, mais au-delà de ça, comment ça a permis de voir des choses émerger en termes de comportement d'équipe, de patterns de conception. Il y a un représentant plus ou moins proche de cette équipe, donc s'il pourrait témoigner, Damien, présente-toi. Bonjour, je suis Damien. Et au-delà de ça, pour aller vers plus de maturité déjà individuelle, d'équipe et organisationnelle. Donc si vous voulez lire un petit peu de choses au-delà des outils Kanban, je vous donne ce pointeur-là. Donc on a parlé d'une nouvelle... un nouveau principe, le 4e, et on a également une nouvelle pratique. Donc on en avait 5 initialement: visualiser, limiter le travail en cours, connaître ça par cœur, gérer le flux de travail, rendre explicite les règles, s'améliorer de manière collaborative. Ça, c'est bon pour tout le monde? Tout le monde fait les 5 pratiques tout le temps, tous les jours? Ouais. Les 4? Tu fais quoi, pas quoi? Tu fais les 5, toi? Ok, c'est quoi la 6e? Ok, donc j'ai bien fait de faire le slide. Implémenter des boucles de feedback au niveau du process, interprocess, au niveau de l'organisation. Ça vous parle, ça ou pas? De manière implicite, on en parlait dans le Kanban, parce que, alors je prends encore, c'est un point de vue. Un des objectifs du Kanban en termes de performance, c'était maîtriser les délais, voire les diminuer. Donc à partir du moment où on commence à diminuer les délais, on a des informations sur ce que l'on produit, la manière dont on le produit plus rapidement. Donc en réduisant les délais, on avait des boucles de feedback de plus en plus rapides. Mais cette partie-là était plutôt implicite. En fait, elle a émergé de manière un petit peu naturelle, pour une raison simple, et c'est que le Kanban, c'est une approche empirique. Et qu'un des principes fondamentaux d'une approche empirique, c'est qu'on doit avoir des points de contrôle sur là où on en est, ou le système où il en est, de manière à pouvoir le réajuster. D'accord? Donc le Kanban étant une approche empirique, il faut qu'on ait ces points de contrôle sur notre système pour qu'on puisse ajuster et notamment s'améliorer derrière. Donc on a rajouté cette notion de implémenter des boucles de feedback à différents niveaux. Ça fait écho au principe tout à l'heure du leadership à tous les niveaux, au niveau de l'équipe, entre les équipes, donc avec des réseaux de Kanban, et au niveau de l'organisation. Donc là, je vous mine défaite. Ok. C'est comme quand on parle du manifeste agile à des gens qui ne connaissent pas l'agilité. C'est là, ouais, super. On voit l'intérêt après. Là, je vais vous donner quand même un outil opérationnel pragmatique derrière qui répond à cette nouvelle pratique. Typiquement, c'est le radar. C'est-à-dire qu'on va se doter d'un outil qui nous permette d'évaluer notre mise en pratique du Kanban régulièrement. Vous êtes intéressé par ça? Ça tombe bien, je peux vous le proposer. Donc là, je n'ai pas été exhaustif sur les nouveaux outils que je propose. Moi, j'ai fait un tri. Hein. Il y a d'autres outils qui existent dans le Kanban. Pour montrer que la trousse à outils du Kanban, elle continue
de s'étoffer au fur et à mesure, hein, de la même manière que la trousse à outils de l'agilité s'étoffe régulièrement. Donc notamment les radars pour s'évaluer, pour évaluer son Kanban. Le radar, c'est pas nouveau. Hein. Si on vient de l'agilité, qui vient de l'agilité là? Tout le monde, quasiment tout le monde. C'est pas nouveau, on avait les radars d'équipe, ça vous parle ça? Ouais, où on pouvait amener une équipe à s'auto-évaluer, à s'évaluer par rapport à des principes, à des valeurs, à des pratiques, en tout cas des axes d'amélioration. Moi, assez vite, j'ai repris cet outil-là et je l'ai mis en place dans des approches Kanban. Et j'ai utilisé comme axe les pratiques du Kanban. Et pour commencer, j'ai demandé aux équipes de s'auto-évaluer sur chaque axe, donc à l'image de cette photo-là. J'ai demandé aux équipes de s'auto-évaluer pour savoir où est-ce qu'individuellement ils pensaient être en termes de mise en place de leur Kanban, que ce soit sur la visualisation, sur... Ouais. Tu mets quoi derrière ce niveau-là, 0, 1, 2, 3, 4 ? Alors, tu évalues la pratique ou tu évalues les résultats de la pratique ? C'est la mise en place des pratiques et savoir si ces pratiques sont adoptées, si elles marchent ou pas, quoi. Donc évidemment, tu peux mettre en place une pratique mais que ça ne t'apporte rien. Ouais, là tu verras. Non, là c'est de l'auto-évaluation. Mais ceci dit, je n'ai pas fini de parler. Je vais donner un deuxième niveau de réponse. C'est-à-dire que historiquement, en tout cas moi, hein, j'ai commencé avec des radars qui s'appuient sur les principes agiles, plutôt d'auto-évaluation pour donner un feedback à l'équipe pour savoir où elle en est. Donc c'est une auto-évaluation individuelle et puis donc ça permet d'avoir une vision collective de là où l'équipe pense être dans sa démarche de mise en place du Kanban. D'accord ? Donc ça vaut ce que ça vaut, mais donc ça permettait d'avoir un support pour animer des rétrospectives orientées Kanban. Ceci dit, ça c'est intéressant, mais ça peut ne pas être suffisant justement parce que l'auto-évaluation pour certaines équipes, notamment celles qui ne viennent pas de l'agilité, c'est pas suffisant ou ça ne leur parle pas. Et également, on avait besoin d'outils un peu plus formalisés dans le cadre de la diffusion du Kanban à plus grande échelle dans une DSI, des choses qui peuvent plus vous intéresser. Et donc avoir des radars que l'on peut comparer d'une équipe à une autre. Je ne parle pas de performance là, je parle de maturité sur la mise en place du Kanban. Alors là, je ne vous ai pas montré les photos parce que le principe reste le même. Mais en tout cas, c'est complètement documenté dans le bouquin. C'est-à-dire que chaque axe, on factualise un petit peu le range de vote. Et notamment, ça s'appuie, alors ça vaut ce que ça vaut, mais ça s'appuie sur le nombre de pratiques qu'on met en place sur chaque axe. Est-ce que j'ai mis des limites partout? Est-ce que je mets des limites que sur les activités? Ou également sur les files d'attente? Est-ce que c'est plutôt un proto-Kanban ou un Kanban qui va vers du flux tiré? Vous voyez, ça, c'est différents curseurs sur la mise en place de ma pratique. Donc, il y en a plein d'autres, hein, des exemples. En général, il y a une dizaine de critères par axe. Beaucoup plus factuel. Ça vous va? Bon, là, je ne vous le donne pas parce que ça prend un petit peu de temps d'aller dans le détail. Mais en tout cas, voilà quelque chose de concret que l'on apporte qui est le reflet de l'évolution des fondations du Kanban. Un outil. Vous pensez que ça peut vous servir, ça? Alors pour certains qui connaissent bien, ouais. Pour d'autres? Non. Ça me pourrit ma session. Dans laquelle je suis, il y a des gens qui sont très forts pour respecter les pratiques. Genre, je respecte la pratique, je coche la case. Vous avez la culture de chez nous, une approche résultat. Mais après, tu es un grand garçon, tu peux très bien te faire tes propres critères, ce qui permet d'avoir une évaluation de la mise en place de ton Kanban. C'est-à-dire que typiquement, alors je vais aller un peu plus dans le détail, je pourrais très bien te dire mise en place des limites. Est-ce que je suis en phase d'expérimentation? Est-ce que je suis en phase d'utilisation nominale? Est-ce que ça m'apporte des résultats en termes de délai? Est-ce que tu peux très bien te décrire tes propres règles sur l'idée générale d'un radar? Ouais, on a un radar. Hein. D'accord. Radar, donc ça peut t'aider. Enfin, ça t'aide déjà. C'est juste qu'il n'est pas pratique. Il n'est pas orienté pratique. Pour ton contexte. Oui. D'accord. Alors. Je fais une grande différence quand même entre le fait de l'avoir orienté pratique et de l'avoir orienté résultat. Nous, on dit plutôt, ok, on attend ça, si tu limites le
travail en cours, c'est pour optimiser ton flux, bien. Si tu rends les règles explicites, c'est pour que la connaissance soit mieux partagée, que tout le monde partage le même process. Donc là, on est plus comment tu fais pour que le process, tout le monde partage les mêmes connaissances et on évalue plus sur le résultat. Donc qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un part ou des choses comme ça, on est vraiment orienté comme ça, pour ne pas avoir le biais de les gens qui nous font les pratiques pour les pratiques, et aussi laisser les gens avoir de nouvelles pratiques. C'est ça qui nous intéresse, parce que c'est un petit biais qui est qu'après les gens, une fois qu'ils ont la notation, donc ça c'est chez nous, une fois que les gens ils ont la notation, ils regardent au fait comment je fais pour aller plus simple, ils regardent la pratique d'après. Ils se posent même plus la question de savoir pourquoi ils font les choses, mais ils font juste pratique, puis pratique, puis pratique, puis pratique. D'accord. Et en changeant cette façon de faire, on évite le fait que les mecs ils te font juste les pratiques que tu as décrites. Ok. C'est bien pour ça, mais je suis d'accord avec toi, c'est bien pour ça que moi je mets plutôt en avant les radars qui reposent sur l'auto-évaluation, parce que c'est pas à destination d'être noté, c'est à destination d'avoir un miroir, de savoir où on en est collectivement et donc vers quoi on peut s'améliorer. Donc l'auto-évaluation est intéressante à ce titre-là, parce qu'on ne s'appuie pas sur les résultats de manière quantitative, mais sur des tendances. Voilà. On pense qu'on en est là, donc il est intéressant de s'améliorer sur cet axe-là ou cet axe-là. Et le coup d'après, on va décider d'action d'amélioration. Le coup d'après, peut-être un mois et demi ou 2 mois après, on va refaire un radar et on va regarder où on en est et savoir si l'action d'amélioration qu'on a mis en place a permis effectivement d'avoir un résultat significatif sur la manière dont on ressent l'implémentation. Tant que c'est à destination de l'équipe, je trouve ça très bien. C'est ce qu'on en fait chez nous. Tu as un indicateur, tu as un radar machin, KPI, l'équipe. Ok, c'est un radar pour s'évaluer d'abord. Je rappelle justement que le Kanban, c'est une approche d'amélioration continue des process avec du leadership à tous les niveaux. Donc c'est avant tout à destination des équipes. Après que ça devienne un outil managérial dans ton contexte. Non, après ça va pas. D'accord, ok. Un autre outil, alors là c'est assez personnel. Je le vois beaucoup moins dans la communauté Kanban. Mais je trouve que moi je le fais de manière quasi systématique maintenant, c'est que dans le Kanban, on travaille sur le flux, d'accord ? Et on a mis en avant assez rapidement le fait que le flux il pouvait être bloqué, jusqu'à rien de neuf. Ce qui est un petit peu nouveau, c'est de se dire que qu'est-ce qu'on cherche à faire avec le Kanban ? Encore une fois, je veux juste avoir un parti pris. On cherche potentiellement à maîtriser les délais, voire à les diminuer. D'accord ? Et donc, principalement, on regarde où est-ce qu'on a cette perte de temps tout au long de notre processus. Où est le gaspillage en termes de délai ? Et il est souvent sur les files d'attente. C'est pour ça qu'assez rapidement, on a mis des limites également sur les files d'attente. Jusqu'à là, vous me suivez. Sauf que dans les contextes où il y a beaucoup de blocages, on a également un impact sur les délais, sur le délai de résolution des blocages. Ça va là ? Ok. Donc si on parle de délai de résolution de blocage, on dit intéressant, la notion de délai est pas mal. Et donc, l'idée faisant son chemin, on se dit pourquoi on ne suivrait pas les blocages parce qu'en plus il y a un processus de résolution de blocage. Pourquoi on ne suivrait pas les blocages avec du Kanban ? Avec deux, ouais, on est des malades. Avec un tableau Kanban pour justement là plutôt les tâches, les demandes qu'on cherche à fluidifier, et un tableau Kanban avec les blocages. Dès qu'il y a un nouveau blocage, tac, ok, je vais le mettre là, en attente de qualification, en cours de résolution, en attente de validation, peu importe, là vous mettez votre process spécifique de résolution de blocage, et puis dès que j'ai un nouveau blocage, tac, date d'apparition, date de résolution. Et derrière, je déroule. Du coup, j'ai des cartes de contrôle. Ça parle aux gens, les cartes de contrôle sur les délais ? Oui, non ? Non ? C'est la mesure individuelle du temps passé pour une carte dans mon système. D'accord ? Je vais le noter sur des graphiques. Les graphiques, on appelle ça des cartes de contrôle. Donc, je me fais une carte de contrôle sur le délai, non pas de passage des cartes, mais sur le délai de passage de mes cartes rouges dans mon process de résolution de blocage. Et donc après, je vais dérouler, je vais chercher à améliorer mon process pour réduire mes délais de résolution de blocage et du coup, réduire les délais globaux
de mes demandes qui vont chercher à être moins bloquées en cours de route. Ça vous parle, ça ou pas? Hein? Là, tu as bien une couleur par fil. J'ai une couleur par fil. Non, là, les couleurs, c'est qu'on n'a pas un code couleur. Pourtant, sur ton flux, tes blocages n'ont pas forcément... Non, mais tu peux en avoir, Tu fais ce que tu veux. Là, c'est qu'un exemple. Là, en tout cas, dans cet exemple-là, il n'y avait pas de code couleur associé. D'accord? Vous pensez que c'est intéressant, ça, ou pas? Vous êtes dans des contextes avec beaucoup de blocages ou pas? Essentiellement, vous êtes des équipes qui traitent essentiellement de blocage. Votre profession, c'est... On commence des nouveaux produits, Ouais. R&D. Moi, ce que j'ai constaté dans pas mal de contextes, c'est qu'on a assimilé le fait que notre métier était de travailler dans un contexte où justement tout n'était pas fluide et que les blocages faisaient partie de notre business, quoi. Et donc, on les identifie même plus. Donc là, on remet l'accent là-dessus, on dit c'est important, dès qu'on a un blocage, qu'il soit interne ou externe, même externe, hein, même si ce n'est pas de notre fait, donc voilà, j'ai une anomalie, j'ai un serveur KO, ou j'ai pas l'information. Donc tout ce qui est blocage, donc en tant que coach, celui qui anime la réunion quotidienne, il faut vraiment être à l'écoute sur le fait que dès que quelqu'un dit bah moi je suis en cours là, puis ça avance pas forcément au bon rythme ou tout ça, c'est pourquoi ça avance pas, est-ce qu'il y a un blocage, le noter, suivre la date et regarder, donc être un petit peu sur le coup sur les blocages. Mais dans notre contexte, on a généralement, je suis intervenu dans des équipes où assez rapidement, en quelques semaines, on avait quelques dizaines, voire 100 ou 200 blocages. Donc il y a un volume quand même relativement important. Et puis derrière, on travaille sur les causes des blocages. Et puis avec du comment, qu'est-ce qu'on va faire? On va limiter le nombre de bloqueurs en cours. Enfin, on déroule toute la démarche comment sur le blocage. Vous pensez que c'est intéressant pour vous ou pas? C'est vrai que ça couine un peu parfois. Attends, qui l'utilise déjà? C'est bien. Et toi, Yannick, ça couine un peu? Oui, ça couine un peu parce que forcément, tu fais remonter les points de blocage. Oui, tu vois, dans un contexte où les gens n'aiment pas voir ça, quoi. Exactement. Où les gens vont te dire oui, mais ça on sait. Oui. Oui, mais dans ce cas-là, effectivement, tout ce temps-là n'est pas dû à l'équipe. C'est pas un temps imputable. Donc on ne le compte pas. À l'équipe, on ne devrait pas compter dans le budget de l'équipe. Oui, on ne compte pas sur la charge, sur le consommé, mais dans le délai, oui, on le compte, quoi. Voilà, c'est ça. Non, on ne devrait pas, mais... Si. Si, c'est à ton équipe d'absorber cette charge-là. On rentre dans des difficultés financières. Enfin, après, c'est pas forcément la question de l'équipe, c'est le fait est que mon système, dans les délais, dans la performance de mon système, ça prend en compte ces délais de résolution de moyens de blocage. Ça fait partie du travail. Ça couine. Ok. Bon, en tout cas, je vous invite à mettre ça en place. Moi, je le fais quasiment de manière systématique maintenant. Et c'est pour ça que je l'ai proposé dans le livre, même si je vois... Enfin, ça vient plus du Lean que du Kanban, mais pourquoi je l'ai mis dans cette édition, c'est que l'idée, c'est de le traiter comme un système Kanban. Voilà, comme ça, on fait du Kanban partout. On devient fou à la fin. Ok. Bon, je vous ai montré... rapidement l'évolution de la méthode Kanban avec les principes et les pratiques. Je vous ai montré qu'il y avait des outils qui étaient potentiellement intéressants, enfin qui faisaient écho à cette évolution de la méthode. Vraiment, la grosse évolution dont je voulais vous parler, c'est le coup d'après. C'est ce que disait Yannick. C'est une technique pour que les gens suivent. C'est ce que tu disais, Yannick, c'est-à-dire que la mise en place du Kanban, l'objectif, c'est de le mettre en place bout en bout. Et que ça, c'est plutôt compliqué, quoi. Donc, quand on commence généralement une démarche Kanban, le faire bout en bout, c'est ardu. Et généralement, on commence sur une partie de la chaîne. Souvent autour de la réalisation, d'accord ? Donc, on commence notre démarche sur une partie du process. On laisse courir quelques semaines, quelques mois. Tout ça se met en place. Et à un moment donné, on montre, notre Kanban est plutôt fluide. On a résolu pas mal de problèmes. Ça va bien, on l'a optimisé. Et puis, on commence à montrer les dysfonctionnements aux interfaces, en amont et en aval. Et on va commencer à chercher à étendre la portée de notre système Kanban. Et là, on va aller parler à d'autres équipes.
Oui, parce que si les équipes étaient parmi nous, on aurait mis en place le Kanban avec elles. Et on va parler aux autres équipes, l'équipe métier, l'équipe d'exploit et autres. Et c'est là où ça commence à couiner également un petit peu. Parce que moi, dans la première édition, je vous avais proposé une approche un petit peu généraliste du Kanban. Voilà les concepts, voilà les outils, voilà comment on met en place. Et on avait, comme je l'ai expliqué au début, on avait plutôt une expérience autour des Kanban des équipes de réalisation, que ce soit développement, test, d'accord, enfin, comment on est dans la production, quoi. Et intellectuellement, on se disait, bah, c'est pareil pour le métier, dès lors qu'il y a un processus, on déroule, hein. On décrit le processus, on décrit ce qui passe dedans, les règles, les limites, on déroule la méthode Kanban. Oui, tout ça c'est bien, mais quand on a été, vous, et puis quand on a été réellement mettre en œuvre le Kanban avec ces équipes-là, on a eu quelques petites sueurs froides. On a dit, oui, c'est bien votre histoire, là, avec des limites, réduire les délais, c'est intéressant. Par exemple, pour le métier, tout ça, c'est intéressant, mais moi, mon activité, ce n'est pas de la réalisation, c'est du mûrissement de besoins. Et ma problématique, ce n'est pas une problématique de capacité, une problématique plutôt de délai. Il faut du temps pour mûrir le besoin, par exemple. Ah ouais, mais donc vous avez besoin de temps. Et si je veux le réduire, si je veux le réguler, ce que vous me dites, c'est de mettre des limites sur les demandes, ça ne vous aide pas. Ouais, je ne sais pas trop. Qui a essayé? Vous avez eu des... Le sujet, c'est que, au fond, on a justement des limites, et devant, ils ne veulent pas en mettre. Ils ne veulent pas, ouais. Je te pousse, et moi, je n'ai pas de limite. Je suis dans la réflexion. C'est ce qu'on m'a dit derrière les... Je suis dans le mûrissement, ouais. Réfléchir, imaginer, je ne vais D'accord. pas limiter mon imagination. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il pousse. Ah oui, bah oui. Oui, améliorez-vous, c'est super ce que vous faites, tant que ça ne me touche pas, quoi. Et alors, on peut aller un cran plus loin, les commerciaux. C'est super ce que vous faites, mais attendez, imaginez une seconde que moi je vais dire non à un client sous prétexte que vous avez atteint vos limites ou que moi j'ai atteint mes limites. Le c'est une DSI qui décide cette année, il y aura 120 projets. Voilà, je les jette, et puis Ouais, bon. L'équipe de Réal a proposé de l'aide à l'équipe métier. Et ça s'est traduit comment? Par une formalisation d'une documentation de préparation, entre guillemets, des user stories, avec toutes les informations nécessaires pour éviter les délais d'attente au niveau métier parce que vous ne comprenez pas ce que demandait. Ouais, donc ça c'est de l'interaction, on se travaille ensemble. Voilà, mais c'était pour réduire justement ces délais métiers. D'accord, ok. Qui étaient un peu bloqués. Bon, donc bah voilà, la conclusion c'est que c'est dur. Non. Non, c'est qu'on a creusé un petit peu et on s'est posé la question du... enfin, de toute façon, on avait des missions où il fallait mettre en place du Kanban dans la partie amont. Donc il fallait bien trouver une réponse. Et on a commencé à découper Kanban réalisation, Kanban amont. Donc là, j'ai mis un Kanban amont côté métier qui ne ressemble pas à grand-chose, on s'en fout. Des process, idées, business case, analyse, on s'en fout. Vous avez un processus ici de mûrissement des besoins, des exigences. Peu importe le processus, c'est toujours pareil. Et là, on se dit, bah voilà, c'est cool, ça y est, j'ai mon process, je vais mettre des limites et ça roule, quoi. Bah, c'est là où ça commence à coincer. Ils veulent bien faire du management visuel, mais commencer à mettre des limites, c'est pas évident. Bah oui, parce qu'entre autres, on n'a pas le même métier, il n'y a pas à dire. Et notamment dans le Kanban amont, il se trouve qu'il y a beaucoup de gaspillage nécessaire. Je suis dans le mûrissement, donc ça veut dire que je ne vais pas forcément tout faire et que j'ai besoin d'avoir plusieurs options, de travailler sur des idées en parallèle, parce que justement, il y en a peut-être qui sont bonnes et qui vont aller jusqu'au bout, et d'autres qui ne sont pas bonnes, et à un moment donné, je vais les mettre à la poubelle. Et puis, de manière très très qualitative, ça vaut ce que ça vaut, mais ils nous disent, bah, il y a une demande sur 2 qui est mise à la poubelle en cours de process, quoi, de mûrissement. Ouais. Alors que là... pas le même deal, hein. Il n'y en a pas beaucoup qui vont à la poubelle où on se dit on a loupé quelque chose dans notre dispositif. Ça vous évoque quelque chose, ça, ou pas? Non, jusqu'à là. Ok, ça veut dire que on a peut-être une différence justement d'intention derrière le Kanban entre le Kanban amont et le Kanban de réalisation. Et la différence d'intention, elle est peut-être là où on va se dire que ce qui rentre dans le Kanban de réalisation, c'est du travail qui est engagé.
Alors pour ceux avec qui j'ai pu discuter ou à qui on a fait, je crois, des ateliers ou des formations, rappelez-vous que je disais que le premier des engagements dans le Kanban, c'est qu'une carte, à partir du moment où elle rentre dans le système, premier engagement, c'est que ça sort, quoi. Oui, là, le même discours ici, ça ne marche plus, quoi. Et donc, peut-être que la différence, c'est cette notion d'engagement. Ça veut dire que, fondamentalement, en amont, on va travailler sur des options, et en aval, sur les travaux engagés. Hein? C'est des options. Dans l'agilité, le produit backlog, c'est une wishlist. On n'est pas sûr de tout faire. Hein, d'accord. Donc on traite bien d'options. On va prioriser. Hein? Là, doucement, on va vers des options réelles. Moi, je ne connais pas grand-chose dans les options réelles, mais c'est un mot qui traîne depuis pas mal de temps dans la communauté agile, et puis même dans la communauté Kanban, je ne savais pas trop concrètement comment la mettre en œuvre. Dans la première édition, j'en ai juste pas parlé. Je crois qu'il y a juste Guillaume Lours qui a fait semblant d'en parler, mais non, qui avait l'intention d'en parler, mais au final, on n'a rien dit de concret. Bah oui, parce que déjà, on se focalisait là-dessus, quoi. Enfin, sur le cœur de la mise en place du Kanban. Et ça commence à être intéressant ici, ouais. Bah, si c'est optionnel, je vais peut-être faire avancer plusieurs options en parallèle, aller chercher de l'information, décider le plus tard possible sur quelle est la bonne solution au final que je vais implémenter, compte tenu des informations que j'ai pu acquérir sur ces options-là. Bon, une fois qu'on s'est dit tout ça, bah maintenant on va se dire la question, c'est quoi, quel est l'impact sur les limites, parce que les limites c'est quand même au cœur du sujet. Bah, du coup, ça a un impact sur la manière dont on va décider de nos limites dans le Kanban amont, pour lui donner un peu plus de sens. Déjà, dans la partie amont, on met de manière plus systématique des limites basses et des limites hautes. C'est pareil hein, pour ceux comment dire, que j'ai pu accompagner ou former. J'ai toujours dit que dans la partie limite, que les limites basses étaient plutôt des pratiques avancées qui ont deux objectifs en général. Hein, c'est aller vers du juste à temps et protéger un goulot d'étranglement. Ça vous parle les limites basses ou pas? C'est un seuil de déclenchement pour aller tirer du travail, on est d'accord. Et je disais, bah, c'est une pratique plutôt avancée, on y va après coup, si on veut aller vers du juste à temps, si le juste à temps est, est justifié, etc. Mais ouais, mais ici, bah non, finalement, ça peut être intéressant parce que justement, le mûrissement, la phase de mûrissement est une phase qui est longue. Et ce que je veux surtout pas, c'est que la partie réalisation soit en famine de travail. Donc il faut toujours que j'ai suffisamment de demandes en phase de mûrissement pour alimenter mon système Kanban de réal. Et du coup là, c'est intéressant d'avoir des limites basses. Mais si on le voit de manière plus macroscopique, on peut se dire que là, c'est le Kanban, c'est la contrainte de mon système, et que si je veux protéger la contrainte de mon système, justement en amont, je vais mettre ce mécanisme de limite basse pour le protéger. Donc déjà une première information, c'est que dans le Kanban amont, les limites basses, ce n'est pas une pratique optionnelle, enfin une pratique avancée. Plutôt quelque chose qu'on va chercher à mettre en place. Moi, ce que j'ai constaté, après ça vaut ce que ça vaut, c'est qu'une règle de 2 coefficient 2 entre la limite basse et la limite haute fonctionne plutôt bien, mais encore une fois, ça, c'est un pattern que j'ai pu voir, je ne sais pas s'il est applicable partout. Par contre, l'autre pattern intéressant, c'est que quand je remonte mon Kanban, j'ai une relation quasiment du simple au double à chaque fois que je remonte mon Kanban. D'accord? Limite max de 12, 24, 48. Et ce coefficient de là, il ne vient pas de nulle part. Il vient de là. Vu que j'ai un taux de gaspillage, un taux d'abandon de 1 sur 2, il faut que je me donne suffisamment d'options en amont pour qu'à la fin, j'en ai juste assez pour rentrer dans mon système Kanban réel. Donc en gros, il ne faut pas prendre ça gravé dans le marbre. C'est selon votre taux d'abandon, vous pouvez ajuster ce lien-là. Vous voyez, donc si on commence à... C'est intéressant de mieux comprendre ce qu'il y a derrière le Kanban, de manière à proposer des patterns de conception plus adaptés qui vont mieux marcher dans la vie, dans le quotidien. Et si ça marche mieux dans le quotidien, il y aura une meilleure adoption. Donc ça, c'est le principe. Ça vous va? Ça vous parle ou pas? Ouais, tu penses que... Ouais, c'est bon. Ça fait un quart d'heure que tu parles d'autre chose.
petite question. Samuel, vas-y. Ouais, nous on a une approche où on regarde vachement, donc essayer de faire, maintenant qu'on a fait du Kanban, on va dire on est bon pour aller vite, essayer de mettre en entrée du tuyau des trucs qui font de la valeur, essayer de voir le lien entre stratégie et ce qu'on fait dans la pratique. Donc tu vois, on a vachement la discussion sur est-ce que ma demande elle est différenciante, est-ce qu'elle est juste en optimisation, est-ce que juste par rapport à la concurrence, tous ces trucs là. J'ai du mal à le voir comment tu pourrais le faire, à part genre mettre des lignes en disant je veux tant de demandes que je veux de type différenciant, tant de demandes de type optimisation. Si j'ai une file d'attente ici, je vais regarder justement mon modèle de valeur qui me permet de savoir ce que j'injecte, ce que je fais avancer. Est-ce que c'est vraiment le rôle du Kanban de faire ça? Non, méthode, justement, c'est pour ça que moi j'en parle pas. Kanban, c'est pour En gros, moi je dis il y a des options et savoir comment je priorise ou à quelle vitesse je fais avancer ces options, ça va reposer sur des modèles de valeur et qui vont être propres à chaque contexte. De la même manière que dans l'agilité on dit prioriser par la valeur, oui, c'est quoi votre modèle de valeur à vous? Est-ce que c'est la satisfaction des utilisateurs? Est-ce que c'est gagner des parts de marché? Est-ce que c'est un taux d'adoption de mon... Ok, c'est le modèle de valeur associé à ce qu'on est en train d'implémenter, il est très contextuel, on est d'accord. Tu dois l'avoir en tête quand même pour ton Kanban. Tu dois l'avoir en tête, mais moi je ne vais pas te dire c'est quoi le modèle de valeur. Je suis d'accord, mais comment tu arrives à expliciter le modèle de valeur qu'il y a derrière? Est-ce que tu as C'est pas le rôle du Kanban de t'aider à expliciter un modèle de valeur. Non, c'est pas ça. Est-ce que tu as un mécanisme visuel qui te permet de t'aider par rapport à ton modèle de valeur que tu as? Oui, après c'est des classes de service, c'est des couloirs, c'est des codes couleurs, c'est tout ce que tu veux. L'idée, c'est d'avoir des règles explicites. Le principe fondamental dans le Kanban, c'est règles explicites. Ok, ça c'est facile. Classe de service. En gros, les classes de service, c'est quoi? C'est d'avoir des catégories. Ouais, justement, dans les exemples que tu as, vous avez utilisé les classes de service pour matérialiser ça ou... Oui. Mais il n'y a pas que ça, il y a de la gestion de risque aussi. Le modèle des classes de service qu'on propose généralement, c'est basé sur le coût du délai. C'est OK. Ouais. Mais dans certains contextes, ça peut être de la gestion de risque. Ou des modèles de valeur business. Mais ça, encore une fois, c'est pas à nous d'apporter ça. Nous, on est dans de la mécanique, dans du flux. Donc ça dépasse le cadre. C'est une question qui est posée dès lors qu'on met en place du Kanban, mais ce n'est pas au Kanban à répondre à cette question. Je suis désolé de botter en touche, mais ce n'est pas mon rôle de te donner le modèle de valeur métier de ton contexte à toi. Ouais, ça c'est sûr, mais une fois que ton métier t'a donné son modèle de valeur, c'est voir comment toi tu le fais par du management visuel, des catégories, des classes, des couloirs, tout ce qui est bon. En gros, tu dois avoir assez d'informations pour que tu puisses déléguer aux équipes le soin de faire avancer les bonnes cartes par rapport à ce modèle de valeur. Donc il faut juste qu'ils aient visuellement ou de manière explicite les bonnes informations pour qu'au quotidien faire les bons choix sur qu'est-ce que je fais avancer. Oui. L'idée des options, c'est essentiellement des limites hautes, mettre des limites basses. Non, à la théorie des options réelles, il y a beaucoup d'autres choses. Non. Ah d'accord. Les options réelles, nous, l'idée, c'est que si on mesure le délai, entre guillemets, pour aller de là à là, si tu n'as pas fait ton choix au bon moment, il ne sera pas développé, tout simplement. Donc ça leur permet de leur mettre un peu de pression sur les équipes pour qu'ils livrent l'équipe métier. Je n'ai pas parlé de mettre de la pression aux équipes. Ouais, non, mais un défaut, c'est qu'une fois qu'ils ont fini, ils pensent que les gens sont un peu à leur service. Donc on leur explique que ça ne marche pas comme ça, justement. C'est qu'il faut respecter. Mais là, ce n'est pas du poussé, là. Tu as une limite également sur cette transition entre les deux systèmes. Donc, ce n'est pas juste pousser, débrouillez-vous. Et normalement, à partir du moment où j'ai fait le mûrissement, vous devez être en capacité de le faire tout de suite. L'équilibrage entre les deux systèmes, il est bien sur des limites entre les deux. Hein. Je ne suis pas sûr que ça réponde à ta question, mais ça sera ma réponse en tout cas. Bon allez, je vous propose d'avancer. Oui, vas-y. C'était un truc qui me perturbe. Qu'est-ce que tu mesures dans le Kanban en amont pour l'amélioration continue? Ah pareil, les délais. Les délais. Les CFD fonctionnent plus. Parce que les CFD, du coup, ça fonctionne plus. Donc si. C'est des règles de purge quelque part à chaque passage. Et ils vont tomber, oui, parce qu'il y a, en gros, on doit accepter qu'il y a du gaspillage. Ça, c'est qu'il y a du déchet. Donc sur les CFD, alors les CFD, c'est le diagramme de flux cumulé où on regarde le nombre d'éléments qu'il y a dans le système. Oui, ils vont être dégradés, c'est beaucoup plus difficile à lire, je suis d'accord, mais donc de toute façon, les CFD,
Encore une fois, je ne le mets pas trop en avant parce que ce n'est pas un indicateur opérationnel pour le quotidien des équipes. C'est un facteur de santé qui permet plutôt au coach ou à l'équipe d'avoir un support pour analyser a posteriori la manière dont le système fonctionne. Donc là, tu peux très bien t'appuyer uniquement sur les cartes de contrôle, sur les délais, et de regarder plutôt cette partie-là, quoi. Juste une question tout à l'heure, tu disais que pour éviter la famine Ouais. de l'organisation, Parce que c'est que ça consomme les développeurs. Hein. Non, c'est ça la question. Est-ce que c'est vraiment un problème d'éviter la famine, ou est-ce qu'au contraire de mettre en avant cette famine, peut-être faciliter la mise en place du Kanban Alors du Kanban, parce que le Kanban, c'est plutôt pour faire les courses. Mais non, alors, encore une fois, là, j'ai un discours plutôt généraliste. C'est qu'en général, on est plutôt dans les contextes où on manque de capacité par rapport à la demande. D'accord ? Donc si à un moment donné, l'équipe n'a rien à faire, alors qu'il y a trop de demandes, ça pose un souci, quoi. D'accord ? Mais ceci dit, il est vrai qu'il y a des contextes où il vaut mieux ne pas trop faire et mûrir le besoin, enfin ne pas aller trop vite. Moi, je parle du contexte général où généralement on manque de capacité. Donc ça veut dire que la contrainte, elle est plutôt ici. Et on sait, avec la théorie des contraintes, que lui donne la productivité globale de ton flux. Donc s'il est à court de travail, c'est la productivité globale de ton flux qui baisse. Il faut protéger ça. Mais après, qu'il y ait des contextes où ce serait plutôt une bonne chose, potentiellement. Juste, pour aller dans le sens il n'y a pas que la contrainte sur le flux aval. Parfois, moi je vis le cas en ce moment, ouais. Il y a un Kanban amont, il y a des beaux goulets d'étranglement, et il y a des colonnes qui sont vides. Quand les colonnes sont vides, alors qu'on a imaginé que les devs devaient démarrer à une certaine date, parce qu'on a prévu ça à peu près, en fait tu ne peux pas démarrer les développements parce que tu n'as rien à faire. Donc c'est pas que il n'y a pas suffisamment de capacité, c'est aussi parfois on a la capacité et les trucs ne sont pas dans un état suffisamment travaillé, c'est pas ready, quoi. Mais quand je dis être en famine, c'est ça, c'est que je suis en capacité, que je pourrais travailler, mais qu'il n'y a rien de prêt. Tu vois le truc qui est mal dégrossi, ouais. C'est pas ce qu'il y a dedans. C'est bien ça quand je parle de famine. Bon, je vous propose d'un petit peu avancer. Donc là, le Kanban amont, on l'a mis en œuvre. Ce qu'on propose, c'est de le mettre en œuvre notamment pour les product owners. Le Kanban amont adapté au product backlog. Le product backlog, on peut le voir comme un outil de mûrissement. C'est un outil aussi de pilotage sur le contenu d'une version, un outil du product owner. On peut le voir ça comme un outil de mûrissement. On parle de raffiner les demandes, les raffiner vers des demandes macroscopiques, vers de plus en plus microscopiques. Donc on peut voir ça comme un processus de mûrissement et du coup dérouler. Donc ça c'est un exemple qui nous a été fourni par Romain Couturier, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui je remercie au passage. Donc voilà typiquement un outil, un Kanban pour product owner, avec des phases d'études, de modélisation, éventuellement de spec et autres. Et donc là, rappelez-vous ce que j'ai dit avant, hein, c'est-à-dire qu'on va plutôt avoir cette manière de voir les limites pour les mettre en place sur un Kanban product owner. Et du coup, quand on voit ça, moi je me pose la question justement du point d'engagement. Celui de tout à l'heure, il est où ? À partir de quand une demande, une fonctionnalité est engagée ? Jusqu'à quand je la traite comme une option ? Dans Scrum, c'est clair, c'est une option jusqu'à ce que ça rentre dans un sprint. Ça vous voit ça ? Je parle sous contrôle. Non, Yannick, c'est pas d'accord ? Je parle de Scrum, là, Product Owner. Je vais pas me parler de RUP ou de Safe. Ok. Bon, donc sur Scrum, c'est clair, le point d'engagement, il est à la limite, justement, à partir du moment où une story est prête à rentrer dans un sprint et rentre dans un sprint. D'accord. Donc ça, c'est dans les textes, mais dans la pratique, c'est vrai souvent, sauf qu'il y a des contextes où le product owner, il n'a pas cette latitude-là, et c'est plutôt des business owners ou des marketing qui décident en amont de est-ce qu'il faut faire ou pas, et le product owner décline les choix du marketing ou du business
de manière avec une granularité plus fine. Et du coup, le point d'engagement, il est plutôt ici que là. Intéressant, non? Et pour moi, après, ça vaut ce que ça vaut, mais je pense que c'est le reflet d'une certaine maturité sur l'agilité de métier dans une organisation. Savoir où est ce point d'engagement entre les deux campements. Dans votre contexte, il serait où? Plutôt à gauche, là? Tu sais pas? Bah donc, il est mouvant, ouais, c'est vrai que ça dépend, mais posez-vous la question. En tout cas, on doit se poser cette question-là à partir du moment où on commence à modéliser nos systèmes Kanban amont et de réal. Savoir où est notre point d'engagement. Donc, je continue mon histoire. Là, on était dans le Kanban de réalisation, puis on essaye d'étendre la portée de notre système Kanban. Donc, on va parler avec le métier. Donc là, on s'est quand même gratté la tête pour que ça commence à marcher. Et puis, on voit que c'est pas neutre, finalement, de savoir comment on va modéliser notre système Kanban pour le métier. Mais on a la même problématique quand on va en aval. Et donc là, je remercie Samuel qui est ici présent, parce que justement, on commence à avoir des retours d'expérience sur la mise en place de Kanban dans la partie support, le Kanban Ops. On en manquait, moi je n'avais pas cette expérience-là, donc j'ai demandé à Samuel de faire ce retour d'expérience. Et c'est quand même assez intéressant parce qu'on arrive à des Kanban dont les patterns de conception ne sont pas du tout les mêmes que les Kanban de réalisation qu'on peut mettre en œuvre. Est-ce que tu veux en parler un petit peu ou tu préfères que je le fasse? Parce que je te prends un petit peu au dépourvu. Tu veux que je le fasse? Non, je peux le faire. Non, mais je peux le faire, allez, tiens. Ouais. Alors 5 minutes, pas beaucoup plus. Merci en tout cas. Bon, déjà, à la base, la grosse différence, ça c'est une équipe support, ils sont à peu près, enfin, ça représente globalement ce qui a été fait, mais c'est des équipes support, ils sont 10, ils font que du support. Le nombre de tickets par jour, c'est à peu près 200. C'est plus fort. Donc à peu près 200 tickets par jour, donc typiquement si on essaie de visualiser comme sur un Kanban de réalisation, tous les tickets on les met au mur, on a juste un problème, que la volumétrie est bien trop élevée. On a aussi un truc, c'est que côté support, analyser un besoin c'est souvent le résoudre. Donc la notion d'estimation, du t-shirt sizing, des trucs comme ça, ça sert un peu à rien. Donc il y a vraiment une super grosse volumétrie. Et après on les a commencé nous par là, parce que globalement les équipes support chez nous, elles savaient très bien gérer la prod, mais elles avaient vachement plus de mal à gérer projet, problème, amélioration. Donc projet, c'est quand les équipes support doivent bosser sur des projets. Problème, c'était pas directement les leurs. Et amélioration, c'est ce qu'ils avaient à faire. Donc on a commencé à faire la partie du bas, qui était en gros, on va kanbaniser un peu les équipes support sur des activités qui ressemblent à la réalisation. Et après, on a basculé sur la partie haute, qui est vraiment mettre en place du Kanban côté support. Là, le truc qui est important à voir, la façon dont c'est émergé, donc côté support, ce qui est relativement facile, c'est qu'ils ont plein de SLA. Ils ont plein de contrats de service avec tout le monde. Mais globalement, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'ils en avaient Watt 1000 comme ça, et quand il fallait piloter le flux par rapport à tous les engagements, ils en étaient incapables. En gros, ils pilotaient juste les SLA par rapport au constaté. Ils disaient juste, ok, dans ce SLA-là, on est bien, ce SLA-là, on n'est pas bien. Juste parce qu'ils constataient le réel par rapport à l'engagement. Donc là, un des travaux qu'il y a eu à faire, c'est de dire, ok, vous avez trop de SLA. Si vous voulez piloter après votre flux pour être capable vraiment de le gérer, savoir à quel endroit vous mettez la priorité, où est-ce que vous affectez vos ressources, il faut que vous réduisiez le nombre de SLA. Donc ici, finalement, si je devais le refaire, je changerais un peu parce qu'ici il y a 3 étoiles, 2 étoiles, 1 étoile, c'est pas de la priorité. C'est vraiment des classes de service, des demandes de support, des requêtes qui se comportent de la même façon et qui ont vraiment la même valeur. Donc c'est vraiment une notion de comportement et de valeur, et de dire ok, vous allez être capable de piloter vos SLA parce que vous allez les regrouper. Donc il y a eu un travail de fait pour regrouper les SLA, et après donc, vous allez vraiment suivre le flux de demande que vous avez, essayer de le piloter pour répondre à vos SLA par rapport à... Donc là, en l'occurrence, ils avaient juste fait 3 classes de service. Et donc là, ce qui se passe, c'est qu'on met uniquement le nombre. On va essayer de voir comment ça se passe. Sur toute la partie gauche, c'est uniquement des nombres, parce que mettre les post-it, il y en a beaucoup trop. Et là, sur la partie droite, ce qu'on fait, c'est qu'on affiche uniquement ceux qui sont en alerte. Donc alerte, en général, c'est quelques jours proches de la date d'échéance. Là, on sait qu'on est bientôt mal. Et retard, c'est on sait qu'on est déjà mal. Donc ça, c'est vraiment pour voir le flux qui avance. Ils n'ont pas aussi d'étapes aussi définies que la plupart, spec, dev, test, des choses comme ça. Ils ont des workflows qui sont vachement différents d'une demande à une autre. Donc le workflow qu'on utilise, il est globalement très basique. C'est à faire, en cours et fait. On a juste splitté cette notion-là tout à la fin parce que c'est vraiment ça qui leur permet de piloter, suivre là où il faut mettre la priorité. Et là, c'est quoi? On utilise des avatars, donc c'est des limites par avatar.
Et là, les choses qui sont importantes à voir, c'est que je ne peux pas mettre tout le monde sur la partie haute, parce que sinon, ces trucs-là, qu'est-ce qui va se passer des fois? C'est au bout d'un certain temps, je vais me retrouver là, je vais être dans la merde. Donc c'est vraiment faire que on utilise les avatars pour dire ok, telle personne elle va bosser sur tel truc. Et la façon dont ils l'ont fait, c'est ils ont donné autant d'avatars aux personnes que de demi-journées. C'était pour répartir un peu la capex. Donc la plupart des gens, ils avaient 10 avatars, puis ils se répartissaient un peu sur tout, pour montrer à quel moment ils allaient bosser sur quoi. Là, quand on voit ça, ça veut dire que la personne elle fait que ça. Là, je l'ai fait, je ne sais plus l'exemple, je l'ai fait qu'avec 5. Mais en gros, globalement, ils utilisent ça, et ça leur permet aussi de, quand quelqu'un est en vacances, ils prennent les avatars, ils les mettent sur le côté, donc ils voient que la personne n'est pas là, ils voient qu'il faut redonner les choses. Donc on l'a fait clairement parce que la volumétrie n'a rien à voir, et que tout ce qui est... quand on a 200 demandes par jour, on ne peut pas faire la même chose que sur la réalisation. Moi, c'est ce qui m'a... Merci Samuel pour cette présentation. Moi, c'est ce qui m'a séduit, c'est-à-dire que effectivement, quand on a commencé à regarder les équipes support, vu la volumétrie, la volatilité aussi des tickets d'incident, on s'est dit intellectuellement le Kanban est intéressant, mais de manière pratique au quotidien, le management visuel n'est pas bien adapté, etc. Et là, on a un bon mixte entre le pilotage par le nombre et le pilotage par les tickets, uniquement là où c'est intéressant. Et dans le flux, quand je propose un petit peu le format des réunions quotidiennes, ce que je dis, c'est que c'est là où la réunion quotidienne dans le Kanban est scalable, c'est qu'on va mettre le focus là où il y a un problème. Les demandes qui sont en cours, comment dire, de réalisation ou d'estimation, enfin pas d'estimation, mais d'analyse ou autre, qui ne posent pas de problème, c'est pas la peine d'en parler lors de cette réunion quotidienne. Et là, c'est intéressant parce que globalement, c'est... D'accord? C'est les tickets d'incident qui sont ici. On va en parler, on va visualiser que ce qui est important, c'est-à-dire des classes de service en alerte et en retard. Donc ce mixte entre les tickets et le nombre, le mixte entre un process, même s'il est générique, et des états, entre du support et des projets, il est vraiment très intéressant dans cet exemple-là. J'ai l'impression que c'est du management visuel, c'est sûr, ouais. On s'éloigne un peu du Kanban quand même. On n'est plus dans le flux tiré, dans les limites, c'est plus du radiateur d'information, quoi, du management visuel. En l'occurrence, non, il y a vraiment des limites par avatar. C'est de l'utilisation de limites par avatar. Donc c'est vraiment sur l'endroit où ils se mettent, c'est complètement... Et il y a vraiment une notion de flux tiré, parce que ce qui est important, à chaque fois qu'ils font leur délit, ils commencent par tout ce qui est retard, après alerte, après ce qui est en cours, après ce qu'il y a à faire. Il y a vraiment où j'essaye de faire sortir les choses, j'essaye de ne pas empiler. Donc, il y a une surutilisation des classes de service. Les classes de service qu'on utilise des fois un peu dans le dev, plus ou moins fortement, et là, on l'a vraiment poussé très très loin. Ouais, parce que dans les supports, il y a une vraie attente sur les salaires. Ouais. Donc il y a management visuel, ok, règles explicites, notamment sur ce que j'ai à faire, pilotage du flux, amélioration continue du process. On parle de pas mal de pratiques là quand même, hein, et puis limiter le travail en cours. Alors c'est pas limité sur les colonnes, mais bien sur les jetons. Les jetons représentent une certaine capacité, quoi. D'accord, donc là un retour d'expérience sur la mise en œuvre du Kanban qui n'est pas du tout le même que le Kanban de réalisation, et pas la même intention et pas la même pattern de conception que le Kanban amont. D'accord? Bon. Ok, volume, ticket, durée de vie, SLA, etc. Donc ça, c'est les points un petit peu différenciants. Et donc, quand on continue notre voyage, avec les équipes de réel, on va faire un système Kanban de réalisation un petit peu spécifique. Avec le métier, on va faire le Kanban Product Owner, le Kanban Business Owner ou le Kanban Marketing. Avec Ops, on va faire les Kanban Ops. Et puis, après, justement, on va commencer à brancher tout ça. Et la réalité dans les grandes DSI, c'est que la diffusion du Kanban, elle est plutôt en mode réseau de Kanban par équipe ou qui se branche au fur et à mesure qu'un grand Kanban qui fait tout. Et là, pour arriver à ce genre de choses, si on n'a pas du leadership à tous les niveaux, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que là, on est dans une diffusion, on est dans de la conception émergente de réseau de Kanban avec une diffusion plutôt virale. Et avec un management directif, et qui est dans le contrôle, ça va être assez compliqué. Ça vous va ou pas? Ouais, c'est bon, hein. Donc vous avez le droit de faire ça. Encore une fois, sur les réseaux de Kanban, on n'a pas beaucoup de recul. Il faut dire ce qu'il y a en termes de maturité en France. On n'a pas beaucoup de recul. On voit émerger des choses, on essaye, et puis
Dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, on en reparlera. Peut-être qu'il y aura des patterns également de réseau de Kanban, quoi. Bien. C'est pas la seule nouveauté, c'est que la partie étendre la portée du système Kanban, elle n'est pas que transversale, elle est aussi verticale. On a des Kanban à différents niveaux. On a du Kanban personnel, je veux gérer mes tâches. Alors c'est pas du tout l'objectif du Kanban pour l'IT, on n'est pas vraiment là, mais je le dis pour IT, enfin pour la culture générale, il y a du Kanban personnel. D'ailleurs c'est un des thèmes des meet-up FCUG. Ouais. On a du Kanban au niveau équipe, typiquement ce que peut faire l'équipe Scrum, donc la mise en place d'un Kanban. On a du Kanban au niveau produit, c'est vraiment ça notre cible, sur toute la chaîne. D'accord ? On ne va pas avoir les mêmes tickets, les mêmes cartes. Au niveau du produit, si j'ai une équipe métier, une équipe qui développe, une équipe qui teste, là je vais plutôt faire avancer des cartes de type story, use case, plutôt fonctionnel. Donc que ce soit un vecteur de communication qui parle à chacun, à tous les acteurs. Alors que là, je peux aller à une granularité plus fine et parler de tâches techniques, typiquement. Oui, parce que là, ça parle à toute l'équipe. Notre réunion quotidienne, on va pouvoir se dire des choses et s'organiser au quotidien avec des tâches techniques et ici prendre des décisions plutôt sur le flux de demande. Donc là, on est déjà à 2 granularités différentes et ça va se modéliser par... ça va se concrétiser par un système Kanban avec des activités plutôt macroscopiques là et des cartes plutôt type story, et là des activités plutôt microscopiques. Est-ce que je fais une revue de code ou pas de revue de code, par exemple? Je peux le modéliser, ça, et avec les tâches techniques. On est dans 2 granularités différentes. Et généralement, on commence là, et après on cherche à étendre là. Voilà. Sauf que l'information nouvelle, c'est qu'on peut monter encore d'un cran. C'est ce dont tu parlais un petit peu avec le modèle de valeur, c'est-à-dire faire des choix au niveau des projets sur qu'est-ce que j'injecte, qu'est-ce que je fais avancer comme projet. C'est-à-dire qu'on peut mettre en place du Kanban au niveau portefeuille. C'est-à-dire avoir un flux non pas de tâches techniques ou de fonctionnalités, mais un flux de projets. Un flux de demande, comment dire, alors dans les bureaux d'études, ça va être un flux d'affaires, par exemple. Donc pareil, on se dit, bah, intellectuellement, pas de souci. C'est une agrégation de différents, comment dire, Kanban produits. Donc je vais regarder des activités macroscopiques un petit peu génériques, tout ça. Ah si je veux faire du pilotage de portefeuille, à un moment donné, il faut que je fasse une conception qui me permette de le faire. Ça suffit pas. Et puis après, je vais mettre des limites. Alors bon, les limites sur les projets, c'est un petit peu compliqué. Ça va peut-être dépendre du poids du projet. Bon bref, intellectuellement, on se dit c'est bon. Mais après, dans le détail, alors intellectuellement, ça donne ce genre de choses. C'est-à-dire des... alors ça, c'est des choses qui existent, hein, c'est-à-dire qui peuvent marcher avec des... un processus bien macroscopique. Par exemple, je n'ai pas besoin de savoir, si je suis dans le pilotage d'un portefeuille, je n'ai pas besoin de savoir si un projet il est en phase de dev ou de test. Je veux savoir si comment dire, la réalisation a commencé, on est en rythme de croisière où on va bientôt me déployer ce genre d'informations. Donc je ne vais pas être dans le détail des activités, mais je vais peut-être avoir un pourcentage d'avancement. Oh, ça peut me suffire pour piloter des projets. Ce qu'il y a d'intéressant sur cet aspect-là, c'est que chaque carte, après, est un pointeur vers d'autres projets. Ce que j'ai pu constater, c'est que derrière la carte, au niveau d'un projet, on peut avoir une approche en Kanban, on peut avoir une approche en Scrum, on peut avoir une approche en cycle en V. Bien. Donc tout roule. On peut faire du Kanban au niveau portefeuille. Mais quand on y va... Donc ça, c'est un projet pilote que j'ai fait avec un opérateur télécom dont certains locaux sont à Rennes. Ça, c'est juste un extrait du périmètre restreint du pilote. Sur le projet pilote, on en était à 400 cartes. Et en se projetant, on arrivait à 1 millier de cartes. Donc on a réussi à décrire tout le process. Tout le monde, le groupe de travail était OK sur le process. Mais quand on arrive à ça, donc j'ai pu faire qu'un extrait parce que j'arrivais même pas à visualiser, on se dit, bah, OK, tout ça c'est intéressant, mais c'est juste inutilisable. Ça ne me sert pas à faire du pilotage de portefeuille. Donc j'ai la même question typiquement que Ops, mais avec des problématiques différentes, c'est typiquement le volume de cartes. Sauf que là, je n'ai pas la même problématique de volatilité, parce que là, les cartes, elles restent plusieurs mois.
Donc autant, si j'ai une volatilité de quelques heures, de quelques jours, je peux me poser la question, est-ce que je visualise la carte? Mais autant sur un projet qui va avancer sur quelques mois, je peux me fendre d'écrire une carte et de la faire avancer, de la visualiser. Donc en tout cas, la gestion de portefeuille, elle a beaucoup de potentiel, elle est très attendue, mais elle pose d'autres questions. Et quand on a vu ça, directement, on s'est dit, bah, qui peut piloter un tel portefeuille, sachant qu'on n'arrive même pas à le visualiser? Personne, c'est pas possible. Et en l'occurrence, personne ne le faisait. Il y a des décisions stratégiques très en amont sur des ambitions, et après, le pilotage, il est délégué à chaque chef de projet, là. Mais il manque un intermédiaire. Du coup, avec ce groupe de travail, on s'est posé la question de la granularité. Et donc, on s'est posé la question de qu'est-ce qu'une carte qui traverse ce système? Mon portefeuille, c'est quoi? Si je veux pouvoir piloter mon portefeuille, quelle est la granularité de ces cartes-là? Donc, on en est à ce stade aujourd'hui, et on va chercher des notions de MMF, etc., enfin, d'autres notions. Et après, on s'est dit, bon, ok, imaginons qu'on arrive à un modèle qui permette de piloter. Donc, je déroule, moi, mes pratiques, et je dis, bah, l'étape d'après, c'est mettre des limites. Donc, aujourd'hui, super, l'atelier, c'est mettre des limites. Et donc, on va en mettre où? Bon, bah, visiblement, bon, là, c'est ma contrainte, et puis là, ça bouchonne. On va essayer de mettre des limites là. Et direct, dès qu'on pose la question des limites, c'est le groupe de travail, il se dit, mais on veut bien mettre des limites, mais qui a autorité pour mettre une limite, a autorité pour qu'on suive cette limite, et du coup, directement, ça pose la question de la gouvernance. Normal, donc avec des outils simples, management visuel, visualisation du flux, des limites, etc. On a posé la question de est-ce qu'il y a un pilote dans l'avion? Qui pilote? Voilà, intéressant, non? Bon, voilà, on en est là. Alors, il y a un... En plus, je suis payé pour ça. Non, mais donc, il y a un vrai potentiel et une vraie attente dans certains contextes. Donc là, je prends un cas un petit peu extrême, parce qu'il y a quand même des DSI qui ont des portefeuilles beaucoup moins importants, et là, le pilotage d'un portefeuille se fait de manière beaucoup plus simple. Mais dans des cas extrêmes, ça peut donner ça, et encore une fois, là, on manque de patterns de conception, de manière de faire, et c'est encore en phase de mûrissement. Donc ça vous donne un peu l'idée de le Kanban, la suite, c'est quoi? Ben, entre autres, avancer sur ce sujet-là. Mais en France, on manque de maturité sur ce sujet-là, donc il faut creuser. Et donc si vous avez des retours d'expérience, n'hésitez pas à les remonter là-dessus. C'est là où nous, on tire le modèle de valeur. Et oui. Où on va vachement plus dans le cost of delay, mais moins basique que le... J'entends bien, on en a discuté en plus, donc je sais très bien que... Mais avant de parler même de modèle de valeur, de cost de delay, est-ce que c'est du risque ou autre? Concrètement, qui est-ce qui va gouverner? Enfin, on se pose des questions même en amont. Donc on est loin de discuter du modèle de valeur. On en a discuté, hein. Le sujet a vite émergé, c'est ok, si j'atteins mes limites, comment je vais prioriser? Si j'ai une file d'attente, qu'est-ce que je tire? Le modèle de valeur arrive, mais on est confronté à des problèmes plus basiques, plus fondamentaux avant d'y aller. Et de toute façon, c'est pas le Kanban qui doit y répondre, c'est par contre ceux qui gouvernent qui doivent se poser la question, c'est quoi notre modèle de valeur? Mais là, ils l'ont, hein. Enfin, le business owner, le marketing, ils ont cette information, sauf qu'aujourd'hui, elle n'est pas forcément partagée. Bon, après, il y a des informations, enfin, on peut en tirer un usage très opérationnel, c'est quand on est dans des méta-releases ou des trains de release, je ne sais pas si cette notion vous... donc dans un système d'information où il y a plein de projets qui sont très liés avec de fortes adhérences, généralement, on a des livraisons... un ensemble de projets de manière cadencée, peut-être tous les trimestres par exemple. Bon, bah, des approches comme ça permettent d'avoir une vision de où on en est notre release en cours, où on en est notre release qui va arriver, etc. avec des outils qui permettent de faire des filtres et autres. Plutôt intéressant. Cette vision-là, il ne l'avait pas avant. Bon, et donc pour finir sur le sujet, parce que je vais déjà quasiment être en retard, moi, j'arrive un petit peu à cette notion-là, c'est qu'avant, on parlait de Kanban. Et on peut être un peu plus fin maintenant, on va parler de Kanban de portefeuille, donc une certaine granularité qui doit adresser toute la chaîne. On va parler plutôt de projet. Après, j'ai mes Kanban produits. Et même à l'intérieur d'un Kanban produit, je vais avoir des Kanban amont, métier, Kanban de réal, Kanban ops. Et que d'identifier ces différentes natures de Kanban vont vous aider
à les mettre en place, à avoir un discours plus adapté avec les acteurs en face, de faciliter l'adoption et l'utilisation au quotidien, et donc la diffusion en réseau. Ça vous plaît ou pas? Ouais. Bon, la suite, après, il y a plein d'autres choses encore super intéressantes, mais il fallait faire des choix. Et... Voilà, donc typiquement, plus de modèles. Moi, je suis d'accord, moi, je suis pas sûr que ce soit notre rôle, mais les modèles de valeur, de catégorie, ont évidemment beaucoup d'importance, mais... C'est pas pour la gestion des risques, par contre. Non, mais on a des modèles de coût du délai, modèles de valeur. Certains modèles, c'est les modèles de priorisation de choix d'éléments. D'accord? Ça peut être basé sur la valeur, ça peut être basé sur les risques, ça peut être basé sur d'autres choses. Aller plus loin avec les options réelles, d'autres métriques avec la liquidité du système. Ça parle de l'éligibilité de l'utilisation du Kanban. Si j'ai un Kanban, si vous voulez mettre en place un Kanban, alors vous avez un processus qui, qui sort des cartes au goutte à goutte. Le flux, pas sûr que ce soit très pertinent. Donc en général, ce que je disais, c'est que l'éligibilité du Kanban, à minima, elle est sur le débit. C'est quoi votre débit? C'est quoi la fluidité, en gros, de votre système? En fait, on peut aller un cran plus loin et parler de liquidité, c'est-à-dire le taux de transaction qu'il y a à l'intérieur de mon système. Mais bon, on n'en est pas là dans la maturité. Ben oui, alors en l'occurrence j'en parle parce qu'effectivement, David sort de ce corps. Parce que ceux qui veulent aller vers l'accréditation coach Kanban, typiquement la masterclass, il y a une masterclass de 5 jours qu'il faut passer avec David Anderson. C'est tous ces sujets, il traite de tous ces sujets, donc tu as raison. Par contre celui-là, un peu moins quand même. Lean Startup. Bah ouais, faire du Kanban sur le business model. Peut être intéressant, non? Oui ou non? Avoir une meilleure idée plus fine de ce qu'est un MMF, un bon MVP, ce qui va permettre en amont de mieux découper nos demandes et du coup fluidifier le système. Ben ça, c'est pas nous, les agilistes, qui allons vraiment découvrir ça. Par contre, aller discuter avec les entrepreneurs qui, eux, se posent la question de comme je vais faire un chèque et que c'est mon argent et que je veux investir le minimum pour apprendre le maximum de mes utilisateurs, notion de MVP, de MMF, elle est beaucoup plus sensible pour ces entrepreneurs-là. Donc aller apprendre d'eux sur le découpage des cartes, parce que ça fait partie de la modélisation de nos systèmes Kanban, le découpage des cartes qui vont traverser notre système, ça peut être très intéressant. Bon, et puis Kanban dehors de l'IT. Voilà, bon, merci, ça vous a plu? On va faire un petit tirage au sort, il y a 5 exemplaires à gagner. Donc les personnes qui n'ont pas pris leur ticket, c'est le moment de le faire, sauf les Xébian et les Selenza. Voilà. Alors, je vais donner le numéro que Pas loin, je change rien sur l'étagère. Alors, on prend bien le cas. Je change rien sur l'étagère. Je vais en avoir un gratos. Je démissionne. Ma contribution, il a dit qu'il m'en enverra un gratos. Je vais vous demander, il y en a. Ah non, il a tout émis de ceux-là. Elle est en invité. Avec les bloqueurs. allez, on choisit 5. Sur le tutoriel, justement, pour les dire. 25. Alors, 25. 25. Qui est 25? 25. Allez. Oh là là. Oh. 59. Le 44. 44. Demandez votre dédicace. Ah, c'est le 58. Dédicace. Profitez, ouais, demandez la dédicace. 53. Ça se voit beaucoup. 53. Félicitations. Donc vous avez le droit à une dédicace de Laurent. Allez-y parce qu'il part. Oui, moi je vais bientôt partir. Profitez-en. Bon,
Tiens. Pour que Laurent puisse partir après, pas louper son train, on va faire l'annonce. Dimitri va faire une annonce pour le Lean Camp en France. C'est assez rapide. Chaque année, on essaye de faire une conférence dédiée à Lean Kanban. C'est la 3e édition qui aura lieu cette année, comme l'année dernière, à la Maison des Associations. Ce sera le 5 et 6 novembre. Donc on a encore un peu de temps pour organiser. Il y a le French Kanban User Group va nous accompagner là-dessus. Donc l'idée c'est vraiment d'essayer de vous amener un maximum d'orateurs internationaux et français, parce qu'il commence à y avoir de plus en plus de personnes en France qui peuvent parler, faire des retours d'expérience. Donc aujourd'hui, on va ouvrir le CFP, donc l'appel à papier, et on va commencer à construire le programme. L'idée, c'est qu'on va aussi essayer d'ouvrir la billetterie dès maintenant, et en fonction des gens qui vont venir, des retours qu'on aura eus, on pourra adapter aussi le programme. Donc c'est un peu en mode itératif. C'est important d'avoir vos retours, de savoir ce que vous attendez, et si vous voulez venir ou pas. Voilà. Donc on essaye de trouver des nouvelles idées. On va avoir la grande salle et 3 autres salles. Je pense qu'on va essayer de dédier une salle au jeu pour que des gens découvrent, mais aussi des gens se forment à faire le jeu, à Get Kanban, Kanbanzine. Donc d'essayer de faire des plateaux tournants, de la facilitation peut-être, pas mal de choses. Donc on est en recherche pour le 5-6 novembre, avoir un événement dédié autour de Kanban, les retours d'expérience, et on est à l'écoute. Donc voilà.